en face si tu veux. Bien, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en accueillant Monsieur Marc Sénéchal, mandataire judiciaire, associé gérant chez BTSG et professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Monsieur Sénéchal, vous avez été nommé à l'automne dernier par le tribunal de commerce de Nanterre conciliateur judiciaire dans le contentieux opposant la Ligue de football professionnel à Mediapro, après que ce dernier a renoncé à honorer son contrat concernant l'acquisition des droits audiovisuels de la Ligue 1. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation avec le rapporteur Cédric Roussel à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Votre expérience nous sera précieuse pour comprendre les ressorts de cette affaire qui a ébranlé le football professionnel français et nous faire voir les moyens de consolider le modèle économique du sport pour l'avenir. Si vous le voulez bien, je vous cède la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la commission présents. Vous avez la parole, Monsieur Sénéchal. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur. Merci pour votre invitation. J'y réponds évidemment volontiers avec immédiatement en propos liminaire une petite nuance mais qui a son importance, qui tient au fait que la procédure dont j'ai eu la charge de la conduite est placée sous le sceau de la confidentialité par effet de la loi et donc je ne pourrais pas être en mesure de vous donner les tenants, les aboutissants avec précision des négociations. Ceci étant dit, il y a un certain nombre d'éléments qui sont publics, puisque, comme vous l'avez rappelé, cette affaire a défrayé la chronique, a fait l'objet de multiples articles de presse, et donc bien connu, bien entendu, des parlementaires que vous êtes, mais peut-être même également du grand public. Je pense qu'on doit pouvoir donner les grands agrégats qui la sous-tendent pour que vous puissiez comprendre ce qui a généré finalement ce contentieux ou cette négociation et surtout comment on a réussi à résoudre ce nœud pour trouver une solution qui n'était peut-être pas absolument idéale, je vous le concède immédiatement, mais probablement la moins pire des solutions. Alors, finalement, démarrons par le début. 2018, appel d'offres de la Ligue de football professionnel pour les 4 saisons qui vont de 2020 à 2024, dans un schéma classique qui s'est toujours déroulé dans les années précédentes, avec une régularité s'agissant de l'issue absolument implacable au profit de Canal+. Et puis en 2018, vient un acteur extérieur qui est Mediapro et il emporte la plupart des lots dans le système d'enchères. Il le fait sur une base de prix qui est significativement supérieure à ce que les clubs professionnels français avaient obtenu de son partenaire précédent au cours des 20 ou 30 précédentes années. C'est un acteur connu des médias. C'est un acteur qui est spécialisé dans le sport et en particulier dans le football puisqu'il exploitait déjà la Ligue espagnole, il exploitait une partie de la Ligue belge, il exploite la plupart des ligues de Centre-Amérique et il avait les droits également de la Champions. Bon, donc, c'est pas un acteur qui sort de nulle part et qui n'a pas de précédent ou qui n'a pas d'expérience dans le domaine de l'exploitation de la diffusion des droits télévisuels et des droits télévisuels footballistiques en particulier. Il le fait, je pense, à un moment où il estime que le championnat de France n'est pas évalué à sa juste valeur. Et il offre donc un prix, cet acteur, qui vient significativement augmenter les droits qui ont vocation à être servis à la Ligue professionnelle et à travers elle au club de foot professionnel. Le démarrage du championnat, c'était août 2020, avec d'ailleurs la première échéance.
et je crois même que c'était le 22, si ma mémoire est bonne. Cette date ayant été reportée parce que, évidemment, comme chacun sait, à partir du mois de mars, et même peut-être un petit peu avant, l'ensemble de notre pays, mais également le monde, avait été bouleversé par la crise sanitaire. Et d'ailleurs, à la fin de la dernière saison, de la dernière tranche de l'appel d'offres précédent, il y avait déjà eu une demande de remise des sommes dues par Canal+ au football professionnel, intégrant la perturbation que la crise sanitaire avait générée à cette occasion-là. Bon. Et donc, ce qui se passe véritablement, c'est que Mediapro lance finalement son exploitation au pire moment, finalement, au moment où la crise est à son paroxysme et où, alors que le championnat a été repoussé, finalement, on a peu de visibilité et probablement une diffusion des matchs de football qui n'est pas celle que cet acteur non seulement espérait, mais même sur laquelle il avait bâti son business plan. Bon. Il honore néanmoins la première échéance d'août 2020, mais assez rapidement, dès la deuxième échéance, celle d'octobre, il décide en effet de se placer sous la protection du tribunal de commerce, de son président plus exactement, puisqu'il s'agit d'une procédure préventive. Il ne s'agit pas d'une procédure de faillite, ce n'est pas une procédure collective, c'est une procédure préventive dite amiable qui a vocation à permettre la négociation et l'instauration d'un espace de dialogue entre celui qui a recours à la procédure et celui ou ceux qui sont identifiés comme étant les partenaires économiques vitaux de l'entreprise qui demande la protection. Ce sont des procédures qui sont très classiques, extrêmement efficaces et qui sont répandues. Et donc Mediapro fait appel à cette procédure-là. Et c'est dans ce cadre-là, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, que j'interviens. Évidemment, au début, il y a de la stupéfaction de la part de la Ligue, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que son nouveau partenaire pour la diffusion soit dans une telle situation aussi peu de temps après le démarrage du championnat. Et donc, le début des négociations, même la prise de contact a été délicate, a été difficile. Elle s'est opérée, finalement, évidemment, mais elle n'a pas été, disons, extrêmement cordiale tout de suite, ce qui se comprend très bien compte tenu des enjeux financiers que ce contrat recélait pour les clubs français. On finit par aménager une zone de dialogue, bien entendu, qui va finalement, parce qu'aujourd'hui c'est connu, s'étendre sur environ 3 mois, octobre, novembre, décembre. Hein, j'arrondis évidemment, c'est même un petit peu moins que ça. Donc c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et au travers de ces 3 mois, nous allons non seulement tenter de diagnostiquer les raisons pour lesquelles Mediapro se trouve dans cette situation, essayer de diagnostiquer ensuite quelle est la situation financière de Mediapro au moment où la négociation s'opère, et puis enfin, dans un dernier temps, essayer de dessiner une ou plusieurs solutions de sortie pour en retenir finalement qu'une le 22 décembre 2020. Alors, le diagnostic de départ, Mediapro nous dit il y a plusieurs facteurs qui concourent aux difficultés que subit ma filiale française. La première de ces difficultés, c'est d'abord et avant tout la crise sanitaire, le spectacle que je me suis engagé à rétribuer pour l'exploitation des droits audiovisuels n'est pas celui que j'ai acheté. Voilà. Ce spectacle est significativement dégradé par l'absence de spectateurs dans les stades, par le décalage des matchs, je ne dis pas l'annulation, mais le décalage des matchs qui sont parfois reportés peu de temps avant qu'ils ne se jouent, avec des dates indéterminées ensuite, par la rotation des joueurs dans les équipes, y compris dans les équipes du top. Et donc, tout cela concourt à, finalement, une désaffection du public pour la Ligue 1 du championnat de France, mais peut-être même pas d'ailleurs pour la Ligue 1 du championnat de France, mais peut-être pour toutes les Ligues 1 de tous les championnats européens. Mais évidemment, j'ai absolument aucune preuve de cela, mais j'imagine quand même que
ces facteurs étant communs à l'ensemble des pays européens, ça a dû se retrouver dans d'autres pays également. Bon. Donc, je dirais que ce constat n'est pas intuitif au départ, parce qu'au contraire, on se dit on est finalement confiné, on va regarder plutôt de la télé, alors qu'on n'est pas forcément en capacité de se déplacer. Et donc, on a plutôt, moi, c'était mon premier réflexe. Et finalement, l'ensemble des mesures, médias, des enquêtes, etc., démontrent bien quand même qu'il y a eu un impact fort sur le spectacle footballistique, comme sur les autres sports. Je pense que l'absence des spectateurs physiques dans les stades a rendu, d'une certaine façon, le spectacle télévisuel bien moins attrayant. Voilà. Bon, ça n'est évidemment qu'une opinion personnelle, mais c'est le sentiment que j'ai, et je me suis forgé cette opinion en discutant avec beaucoup d'acteurs, y compris des médias français. La seconde raison que Mediapro invoque est une raison qui est liée au piratage des droits. Comme ils ont créé une chaîne payante qui avait vocation à récupérer l'essentiel des droits de la Ligue 1, l'essentiel des droits de la Ligue 2, du championnat de France français, ainsi que la Champions, avec une offre quand même qui était pour les Français assez exceptionnelle, puisqu'on avait la Champions plus la plupart des très beaux matchs de la Ligue 1. Ils se sont retrouvés confrontés à un piratage, une aspiration par voie Internet dématérialisée des matchs qu'ils étaient censés diffuser dans un canal unique, payant, et qui objectivement était détourné au profit de certains téléspectateurs qui ne payaient pas l'abonnement à Mediapro, à la chaîne Téléfoot, mais qui parvenaient par des moyens techniques à se procurer la diffusion des matchs sans ne rien payer. Bon, et ça, je crois aussi que c'est une donnée objective qui est assez incontestable et qui a contribué, selon Mediapro, là aussi aux difficultés financières qu'ils ont subies. Puis le troisième et dernier argument principal opposé par Mediapro, c'est l'attitude de Canal+. Ils le disent tout de suite parce qu'il faut se souvenir qu'avant la conciliation, Canal+ avait assigné Mediapro quelques jours avant pour, si ma mémoire est bonne, une rupture dans les conditions d'égalité d'accès aux droits, puisque dans le modèle que Mediapro mettait en place, bien entendu, il y avait la diffusion directe sur la chaîne Téléfoot, mais il y avait également la souscription de sous-licence. On pouvait licencier les droits au profit d'autres diffuseurs. D'ailleurs, ils l'ont fait avec SFR, avec Free, avec Bouygues, avec Orange, mais ils n'ont pas réussi à le faire avec Canal. Et lorsque je comprends que les négociations avortent à la fin de l'été 2020, Canal+ ensuite engage cette fameuse action pour rupture de conditions égales entre la chaîne cryptée et puis les autres opérateurs diffuseurs. Bon. C'est essentiellement autour de ces trois axes que l'explication liée aux difficultés de Mediapro s'instaure. Et donc, on essaye de répondre finalement à ces trois difficultés identifiées pour essayer de voir si on peut traiter le problème. Alors, sur la crise sanitaire, ça nous échappait évidemment. Non seulement on n'avait aucun levier, mais par ailleurs, on n'avait même aucune visibilité. Donc, simplement, là où au début, je pense que les partis avaient assez naturellement, et je pense notamment à la Ligue, au club, etc., dit non, il n'y a pas de sujet sur la crise sanitaire. Je pense qu'ensuite, sans vouloir parler à leur place, on s'est quand même rendu compte que ce n'était pas un argument si dénué de sens que ça. Bon. Sur le piratage, il y a une loi qui est en cours, elle va être votée par votre Assemblée, il faut qu'elle soit effective, il faut qu'elle soit susceptible d'être mise en œuvre. Honnêtement, il y a une inertie qui n'était pas... qui était absolument incompatible avec l'urgence absolue de la situation de Mediapro. Mais je pense que pour avoir parlé à de nombreux politiques ou membres de l'exécutif, cette loi est clairement, je pense, un vecteur important de l'assainissement du marché pour que tous les acteurs payants d'aujourd'hui ou de demain puissent à terme avoir une exploitation sereine
et qui ne soient pas piratés ou cannibalisés par des téléspectateurs qui ne paieraient pas les droits auxquels ces acteurs ont souscrit. Puis enfin, Canal, on a essayé de négocier avec eux. On a essayé de négocier avec eux, on n'y est pas parvenu. Enfin, j'ai eu de nombreux échanges avec eux, mais on n'y est pas arrivé. Donc, sur ces 3 aspects, on a essayé évidemment de jouer. On est passé ensuite à la phase du diagnostic financier au moment de l'ouverture, au moment du déroulement de la procédure. Et là, finalement, c'est assez simple à comprendre. Il y a un déséquilibre structurel, puisque le nombre, et là encore, je vous donne des informations qui sont publiques, le nombre d'abonnés à la chaîne Téléfoot, auquel vous ajoutez les redevances que les licenciés versaient à la chaîne chaque mois pour la diffusion des matchs, eh bien, multiplié par le montant de l'abonnement, vous aboutissiez à des recettes qui étaient inférieures au montant des droits qui devaient être servis à la Ligue de football professionnel. C'était donc un sujet clairement d'équilibre économique structurel entre d'un côté les recettes liées essentiellement aux abonnements et au nombre d'abonnés, et puis de l'autre le montant des droits. Il n'y a pas 36 moyens de résoudre cette équation, surtout dans un laps de temps aussi court. Il n'y avait que 2 options. Soit Mediapro arrivait à conquérir très rapidement le nombre d'abonnés suffisant pour lui permettre de retrouver l'équilibre économique, soit, deuxième option, il trouvait un accord avec Canal+ dans la diffusion des droits pour un montant de licence suffisant qui lui permet là aussi de retrouver un montant d'équilibre financier de nature à lui permettre de payer les droits audiovisuels à la Ligue de football professionnel. C'était aussi simple que ça, parce qu'en réalité, depuis plus de 30 ans, les téléspectateurs du foot sont plutôt des abonnés Canal+. Plutôt des abonnés Canal+. Bon. Et donc, il n'y avait pas d'autre option. Bon. Donc on avait soit une conquête, soit un accord. Voilà. Et je pense que finalement, pour ces 2 raisons qui sont avérées pratiquement impossibles, aucune conquête n'étant envisageable dans un laps de temps aussi court et aucun accord n'ayant pu être trouvé avec Canal+, on s'est donc orienté vers la solution que vous connaissez, qui est le relâchement des droits. L'idée étant de dire à la Ligue et au club, on a bien compris que de nos droits et du paiement de ces droits dépendent de votre survie. On l'a bien compris, petit 1. Petit 2, nous ne sommes pas irresponsables et donc, plutôt que de nous engager dans un chemin procédural qui aurait tout à fait pu être emprunté, soyons très clairs, où nous aurions gagné du temps, gagné de l'argent, continuer à diffuser les droits. Finalement, dans une logique créancier-débiteur, tout ce qui est de plus classique dans le droit français des entreprises en difficulté, et qui est plutôt en faveur des débiteurs que des créanciers, eh bien, nous estimons que cette voie-là, cette option-là, n'est pas audible, parce que nous sommes responsables, et donc, nous décidons amiablement de relâcher les droits à la Ligue pour qu'elle puisse en faire ensuite ce qu'elle souhaite, ou ce qu'elle peut, avec un nouveau distributeur. Bon. Moi, j'aurais aimé, pour tout vous dire, avoir un ensemble complet à présenter à Vincent Labrune, qui aurait été finalement de débrancher Mediapro pour brancher ensuite à la sortie Canal. Ça, sincèrement, ça aurait été parfait. On n'a fait que la première partie, on a débranché Mediapro. Je n'ai pas réussi à brancher Canal. Bon. C'est un fait. Et on s'est dit à ce moment-là que c'était de toute façon la moins mauvaise des solutions, clairement. Alors, simplement, pour débrancher Mediapro, une fois qu'on les a fait s'engager dans cette démarche, ce qui était objectivement pas du tout évident, pour les raisons techniques que j'évoquais, où ils avaient des options procédurales qui s'offraient à eux, qui étaient beaucoup plus bénéfiques que ce débranchage, mais également parce que
encore une fois, ce ne sont pas des guignols. Moi, j'ai lu des choses dans la presse qui m'ont stupéfait. C'est un groupe qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires, qui emploie 7000 personnes, qui avait des résultats en centaines de millions d'euros. Le compte courant du groupe espagnol dans Mediapro Sport France, il est de plusieurs centaines de millions d'euros. Il ne faut pas se tromper. Bon, donc, vous n'êtes pas avec des gens qui viennent en disant bonjour, tiens, j'ai vu de la lumière, je rentre, je fais un appel d'offres à 3 milliards et je repars. C'est pas ça du tout. Vous êtes avec des pros de la diffusion audiovisuelle, mais qui, à mon avis, avec la Ligue de football professionnel, ont fait un pari qui s'est avéré perdant, et très rapidement perdant. Mais alors, a posteriori, on peut toujours dire dans le rétroviseur, ce pari était perdu d'avance. Peut-être. Moi, je pense que quand on est une entreprise de cette envergure, la plupart des clubs français d'ailleurs sont souvent présidés par des chefs d'entreprise, je pense que c'était une prise de risque importante, mais qui a été assumée. Enfin, je veux dire, qui était clairement intégrée. Moi, je n'ai pas vécu du tout l'appel d'offres, mais j'imagine que c'est des questions qu'ils ont dû évoquer et donc analyser et donc ensuite traiter pour prendre la décision qu'ils ont prise. Donc pour moi, ça n'est pas du tout une folie au sens où, comme certains ont pu le dire, c'était couru d'avance, etc. En revanche, en effet, c'était une démarche, je pense, risquée. C'est une démarche d'entreprise, une démarche d'entrepreneur, une démarche de conviction que l'équilibre pouvait se trouver par un afflux massif et rapide d'abonnés à travers ce qui n'avait jamais existé en France, une chaîne unique qui diffuse toute la Ligue 1, toute la Ligue 2, enfin quasiment toute la Ligue 1, quasiment toute la Ligue 2 et la Champions, avec une offre donc très complète, très importante. Bon, et donc ensuite, une fois que, je passe à ma troisième partie, et j'en aurai terminé, une fois que nous avons convaincu les Espagnols de s'engager dans cette solution, qui était également psychologiquement difficile à admettre. Encore une fois, vous savez que vous pouvez imaginer que quand vous êtes un des grands acteurs des médias internationaux, une aventure comme celle-là, avortée avec aussi peu de temps, nie à votre réputation. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui a été simple à faire admettre et même à obtenir. Si on l'a obtenu, c'est parce que je pense que nos interlocuteurs en face ont compris que c'était raisonnable et que c'était la seule solution. Et donc ensuite, pour terminer, on développe la sortie des droits, le relâchement des droits. Et ce relâchement s'accompagne de deux choses. D'abord, d'une diffusion transitoire pour permettre d'aménager la diffusion des matchs de Ligue 1 au profit du nouvel acteur qui aura été choisi par la Ligue. Donc il y a, entre le moment où on relâche les droits et le moment où le nouvel acteur vient se greffer, il y a une période intercalaire que Mediapro accepte d'assumer à ses frais, alors même qu'elle n'est plus titulaire des droits, petit 1. Et ensuite, la fameuse SOULT, enfin indemnité que vous avez vue de 100 millions d'euros hors taxes, versée par Mediapro à la Ligue de football professionnel en plusieurs échéances et dont on peut dire aujourd'hui qu'elle a été intégralement assumée par l'Espagne, par la maison mère espagnole, à 100%, et donc les clubs l'ont reçue à travers la Ligue. Et là aussi, c'est pas une petite somme. Enfin, je veux dire, quand je dis pareil dans la presse, c'est peanuts. Non, 100 millions d'euros cash, c'est pas peanuts du tout. C'est une somme énorme. Et donc, il a fallu mobiliser de la trésorerie et convaincre évidemment la maison mère espagnole qu'il fallait payer cette somme importante. Bon. Ce qui a d'ailleurs permis à la première saison du championnat de France, tout compris, d'avoir un financement qui était quand même au-dessus des saisons précédentes. Si vous cumulez l'ensemble des montants, grâce à cette indemnité notamment, les clubs ont pu recevoir en saison 1 plus que ce qu'ils avaient reçu dans la dernière partie du précédent appel d'offres. On a dû frôler les 900 millions, quelque chose qu'il faudrait demander à la Ligue, mais tout cumulé, ça, on est plus proche des 900 que des 730 des quatre saisons précédentes. Voilà, et donc ensuite, évidemment, vous connaissez la suite,
Mediapro se désengage, Canal+ accepte de diffuser la deuxième partie de saison à partir du 15 février 2021, pour qu'ensuite un appel d'offres infructueux soit engagé par la Ligue, et qu'enfin une session de gré à gré s'opère au profit d'Amazon sur les lots de Mediapro laissés vacants. Voilà. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Sénéchal. Simplement, avant de passer la parole à Monsieur le rapporteur Cédric Roussel pour ces questions, vous avez évoqué tout à l'heure le déséquilibre financier structurel de Mediapro, qui a été très vite constaté, entre d'une part les recettes et le montant des droits, et notamment le nombre d'abonnés à la chaîne Téléfoot qui était très insuffisant. Est-ce que vous pourriez donner simplement un ordre de grandeur de ce différentiel structurel là ? Il y a des chiffres qui sont parus dans la presse. Voilà, et donc ces chiffres-là montrent qu'il y a plusieurs millions d'abonnés d'écart. C'est plutôt en millions qu'en milliers. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Sénéchal, pour ces précisions. On va essayer de rentrer dans le détail, mais en même temps faire, dans le cadre de cette mission, parce que c'est une mission au sein de l'Assemblée nationale qui est un lieu de débat, mais surtout aussi qui se veut un lieu ouvert d'acculturation, parce que vous êtes spécialiste des chiffres et des procédures, et c'est ça qui nous intéressait, puisque vous étiez au cœur de la tempête, j'ai envie de dire. Déjà, une question pratico-pratique. Comment vous avez été désigné ? Alors, c'est un chemin qui est pas du tout propre à celui que Mediapro a emprunté, hein, qui est spécifique, enfin qui est commun à toutes les entreprises qui se placent dans ce type de procédure. Les acteurs qui souhaitent emprunter la voie du mandat ad hoc ou de la conciliation sollicitent la désignation d'un professionnel français auprès du président du tribunal dans le ressort duquel est installé leur siège, et ils le font sur la base d'une proposition. Donc, il y a une forme de marché pour nous aussi, et donc un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur ces marchés-là, et donc les Espagnols sont venus me voir au mois de septembre, et ils m'ont dit on a besoin de vous. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Concernant donc les premières discussions que vous avez eues donc avec Mediapro sur les intentions, quelles étaient toutes les options de sortie ? Moi, j'avais cru voir dans la presse qu'il était question, en tout cas, comme vous, hein, je lisais la presse, et tout ce qui a été public, on entendait donc Romero Ress qui expliquait qu'il souhaitait une renégociation. Vous ne l'avez pas évoqué, là, ici. Est-ce que cette option-là, de renégociation, puisque j'ai envie de dire que Mediapro connaissait une situation que toute la France connaissait, que tous les acteurs connaissaient en France, en Europe, donc c'était une situation... La crise sanitaire, hein, je parle. La crise sanitaire était un fait qui était commun à tous les diffuseurs dans le monde. Simplement, je ne sais pas s'il y a eu des diffuseurs qui ont mis la clé sur la porte, en tout cas à ma connaissance, mais cette option renégociation, comment a-t-elle été traitée et perçue par la LFP ? Bon, là encore, sans vouloir rentrer trop dans le détail, mais en restant à ce qui a pu filtrer dans les médias nationaux, cette option en effet était envisagée assez rapidement, avec donc classiquement un rabais par rapport au montant des droits à payer. Et assez rapidement, cette proposition a été écartée. D'abord parce que je pense que dans toute négociation, il y a une forme de maturation de l'interlocuteur. Hein. Vous pouvez d'abord avoir un réflexe assez classique, assez normal, assez naturel de dire non, il n'y a pas de rabais, vous devez honorer votre contrat. Et ça, je crois que la Ligue, les clubs ont eu ce réflexe naturel tout de suite. Mais ensuite, dans un second temps, même avec un rabais, demeure toujours le problème structurel que j'évoquais. Donc, je ne pense pas que cette renégociation de l'équilibre, même ponctuel de la saison 1, aurait permis de trouver une solution pérenne. Voilà. Alors, nous, on est là pour trouver des solutions pérennes. On n'est pas là pour traiter très temporellement la situation pour qu'on se retrouve au mois de février 2021 dans la même situation qu'en octobre 2020. C'était pas ça l'objectif pour moi. Donc, pour bien comprendre, ça veut dire que vous, d'un point de vue de l'analyse financière,
et du modèle économique, vous pensiez que même cette option-là de négociation était une option qui, de toute manière, ne faisait que reporter un risque qui se serait avéré? Ça dépend du montant du rabais dont on parle. C'est toujours pareil. Il aurait fallu négocier ce montant-là. Il ne l'a pas été. Donc je ne peux pas vous dire quelle aurait été l'option possible. Mais en fait, en réalité, je pense que cette option a été écartée rapidement, encore une fois pour les raisons que j'évoquais, et avant qu'on ait une connaissance intime ou profonde des grands équilibres de ce contrat. Donc elle n'a pas... quand vous regardez les choses, j'allais dire de façon un peu panoramique, oui, vous avez raison, elle aurait pu être creusée, mais elle aurait pu être creusée pour des montants significatifs, puisque les écarts, encore une fois, entre les abonnements réels et les abonnements qui auraient permis l'équilibre économique étaient tels que le rabais aurait été très important, s'il avait dû être consenti. Pour rester sur les chiffres, donc vous avez évoqué la soulte, 200 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fixé ce montant-là? J'ai envie de vous dire 100 millions, pourquoi pas 200, pourquoi pas 300? C'est le fruit de la négociation. Voilà. C'est vraiment le fruit de la négociation entre essentiellement Vincent Labrune et Djomar Horace. Voilà. Donc c'est l'équilibre qu'ils ont trouvé. Non, je dis ça parce que, est-ce qu'on peut avoir, sans trahir de secret, mais je pense que ça, c'est en reconstituant les annonces faites par chacun. Aujourd'hui, concrètement, allez, on va parler comme dans la relation d'un locataire à un propriétaire. Il y avait des loyers qui étaient dus par le locataire, en l'occurrence ici Mediapro, avec des garanties, mais on va en parler après. Donc il y avait un règlement des loyers, de retard ou pas, avec des rabais. Là, on a entendu que ce n'était pas... en tout cas quelque chose qui était discuté, concilié, parce que je comprends qu'il y a des problèmes structurels, mais aussi il faut être deux pour pouvoir donc décider et discuter de cette option-là. Mais très concrètement, entre donc l'engagement de Mediapro, encore une fois, c'est pour que tout le monde ait les chiffres en tête, l'engagement financier contractuel de Mediapro, et ce qu'il a payé au final pour sa sortie et pour se sortir de ce contrat-là, ou est-ce que vous pouvez nous donner les deux sommes? Quand vous parlez de l'engagement, vous parlez de l'engagement total auquel il a souscrit sur les 4 saisons? On va dire sur la période où elle a diffusé en fait le championnat. Voilà. J'ai pas le calcul en tête, mais c'est assez simple. Les droits de la Ligue 1 pour Mediapro, ça devait être autour de 790 millions d'euros, 792 ou 795. Les droits de la Ligue 2, ça devait être 34 millions, donc on devait arriver à 828, quelque chose comme ça, par saison. Et ils ont payé la première échéance Ligue 1, Ligue 2, donc ça doit faire dans les 200 millions, 180 millions, voilà, au mois d'août, quelque chose comme ça, plus les 100 millions de soult, ça fait 280 millions, arrondissons à 300, sur une saison à 830, 828, pour une demi-saison finalement, puisqu'ils sont arrêtés avec la trêve hivernale. D'accord. Donc c'est une situation qui est plutôt... et on peut comprendre que quand vous dites que Mediapro ne sont pas des guignols, effectivement on peut le voir là. Parce que je crois que, entre guillemets, ils repartent donc en n'ayant pas payé ce qu'ils devaient au moins minimum. C'est ça? Si vous considérez que... Enfin, c'est prorata temporis. Prorata temporis, l'équilibre est là à peu près. Voilà. Vous êtes dans des zones qui sont relativement acceptables. Voilà. Ok, donc on en vient donc au préjudice. Après, c'est vrai qu'on aurait pu... et on voit qu'il y a un préjudice, en tout cas subi par la LFP, j'ai envie de dire pour le championnat, déjà pour sa réputation, parce que je crois que c'est assez inédit. Et ça ne s'est pas vu dans les autres championnats pendant cette même période-là de crise sanitaire. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les garanties, puisque le contrat est adossé à des garanties, pourquoi est-ce que les garanties de la LFP sur le contrat de Mediapro n'étaient pas actionnables durant la période et la procédure de conciliation? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous êtes en discussion, par définition, vous n'actionnez pas la garantie de votre interlocuteur, parce que sinon, c'est que vous n'êtes plus en discussion. Donc il y a une vraie raison de contexte qui fait que, et c'est tout l'enjeu de ces procédures,
on aplanit, on assainit la situation conflictuelle pour avoir un temps donné, hein, qui peut être court, mais enfin au moins un temps d'apaisement, de cesser le feu. Donc ça, c'est la première des raisons. La seconde, c'est que, compte tenu des enjeux sur les 4 années, sur les 4 saisons que le contrat, la Ligue recélait, plus de 3 milliards d'euros, il n'y a pas de déposit de cash qui peut s'opérer à ce niveau-là, évidemment, pour personne d'ailleurs, pas plus pour Mediapro que pour Canal+, que pour qui que ce soit, que pour TF1. Donc, nécessairement, c'est par des cautions que vous donnez ces garanties. Et il se trouve que c'était la maison mère espagnole qui avait donné cette garantie, ce qui suppose donc que si jamais vous deviez l'exécuter, vous deviez le faire en Espagne. Voilà. Donc, c'est pas du tout impossible, mais il faut passer les Pyrénées, d'abord, ce qui est toujours, quand il y a une extranéité juridique pour l'exécution forcée, c'est toujours un enjeu, hein, pas seulement dans ce contrat, pour l'ensemble des acteurs qui ont vocation à récupérer de manière forcée de l'argent. Puis ensuite, il faut que votre débiteur soit solvable. Donc voilà, si vous demandez l'intégrale du montant dû au titre du contrat, il faut encore que la holding puisse payer les 3 milliards et quelques. Donc je comprends et j'entends que pendant la période de conciliation, et vous avez tout à fait raison de le préciser, il est question de conciliation, donc on ne va pas, j'ai envie de dire, c'est une sorte de cessez-le-feu. Mais je comprends aussi dans votre réponse que cette possibilité qu'il y avait également d'engager une procédure par la suite, c'est-à-dire que cette conciliation échoue, vous étiez dubitatif et vous êtes dubitatif sur la qualité des garanties, ou plutôt le fait que ces garanties soient actionnables. Non, je ne suis pas dubitatif. C'était la holding du groupe espagnol. Elle était au-dessus, il y avait les actionnaires. Et en dessous, vous aviez tout le groupe. Donc, vous pouviez prendre le contrôle. Enfin, voilà, vous pouviez éventuellement tenter de saisir les titres de participation détenus par cette holding dans les sociétés filiales ou sous-filiales. C'est un groupe qui a une valeur. Hein, donc, je dis juste que c'eût été compliqué. Je ne dis pas du tout que ça aurait abouti à une nullité ou à une absence de résultat. Mais je pense que quand vous êtes dans une situation comme celle-là, que vous êtes le créancier, hein, si je me mettais à la place de la Ligue, d'une certaine façon, je me suis mis à leur place parce que nos rôles ne sont pas des rôles de conseil de Mediapro. C'est pour ça que les relations avec la Ligue sont demeurées excellentes. C'est qu'en fait, en réalité, vous jouez le rôle de médiateur. Hein. Vous êtes là pour essayer de trouver une solution dans l'intérêt de l'ensemble des parties, même si vous venez, comme vous l'avez rappelé, initialement par l'intermédiation de Mediapro. Moi, en se mettant à la place du créancier, si vous avez du temps, monsieur le rapporteur, peut-être vous pouvez prendre le risque de l'exécution forcée et engager la voie forcée. Moi, je pense qu'avec du temps, il n'y a pas de problème. Vous aurez probablement eu gain de cause. Mais quand vous manquez de temps, il faut pouvoir peut-être trouver des solutions plus raisonnables, au sens où elles sont immédiatement susceptibles d'être mises en œuvre. Voilà. Et puis par ailleurs, il y avait une hémorragie de droit. Donc il fallait à la fois juguler la plaie et puis trouver un traitement. C'est ça, hein, c'est qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser les droits comme ça impayés sur plusieurs échéances. C'était impossible. Donc, pour reprendre encore l'analogie, hein, sur le locataire et le propriétaire, on va considérer ici qu'il n'y avait pas de dépôt de caution. Il n'y a pas de caution déposée. Donc c'est ce qui rendait donc, le modèle, en tout cas économique, en tout cas le créancier un peu en fragilité, en flux tendu, on va dire, financier. Et il n'y avait pas d'avance de loyer. D'accord. Donc, le but de la mission, c'est de partir de ce que j'appelle le fait divers, et ensuite de réfléchir justement, de notre point de vue en tant que législateur, mais pas que aussi, puisque nous sommes parmi beaucoup d'autres acteurs qui voulons participer donc au sport dans notre pays, à son rayonnement et son financement, et sa sécurisation et sa préservation. Comment pourrait-on, en partant de ce fait-là, mieux sécuriser, d'après vous, les contrats de cession des droits audiovisuels et stabiliser la situation tout en étant dans un juste équilibre qu'on comprend entre la valorisation des droits. Voilà. Donc, vous nous rappelez que c'est une... En tout cas, vous n'étiez pas, et ce n'est pas vous qui vous êtes occupé de l'attribution, mais on rappelle que c'est une attribution donc, sous forme de vente aux enchères. Donc, cette valorisation des droits, mais aussi, je dirais, cette préservation de cette valorisation et cette espérance de valorisation, parce que là, effectivement, pour l'affaire Mediapro, c'était un espoir qui a été vite déchu, mais il y a toujours une espérance de gain.
Donc comment est-ce qu'on sécurise cette espérance de gain davantage pour éviter donc de nouveau cette affaire Mediapro? Alors, avant que je vous réponde, 2 petits points. Le premier, c'est que l'échéance d'août, par exemple, elle est du 5, si ma mémoire est bonne, et le championnat démarrant le 22, donc il y avait bien finalement un trimestre à échoir, c'est-à-dire que Mediapro payait avant que le spectacle ne se déroule, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que vous avez raison, on aurait pu prévoir une caution financière, non pas de 3 milliards, mais peut-être d'une échéance de 172 millions. Ça, si c'était possible, et peut-être que le groupe aurait consenti à la... Mais vous auriez gagné un trimestre, vous auriez gagné, c'était un montant annuel divisé en 4 échéances, donc vous auriez pu avoir un trimestre à échoir plus une échéance en réserve. Voilà, ça c'est... Mais aller au-delà de ça, même 2, je veux dire 300 millions, voilà, ou 340 millions, mais aller au-delà de ça, ça me paraît difficile voilà, pour sécuriser, j'allais dire, temporairement, un contrat quel qu'il soit, en fait. Bon. Donc, ce qui fait que si on doit réfléchir peut-être de manière moins immédiate, au cas particulier en tout cas, et essayer de comprendre des erreurs ou des défauts des uns, ce que l'avenir pourrait susciter comme innovation pour nos clubs, pour notre sport professionnel. Moi, j'en vois principalement 2. Je dirais peut-être un allongement de la durée des contrats, de concession des droits. C'est un point d'ailleurs qui avait été dans l'approche de la négo. Hein. On s'était dit finalement pour surmonter cette crise Covid et puis peut-être se donner plus de temps, il nous faut plus que 4 ans, voilà, ou plus que 3 ans et demi finalement, parce qu'on avait déjà une demi-saison. Donc est-ce que 4 ans c'est suffisant? Je n'en suis pas absolument persuadé. En tout cas, ça ne l'est probablement pas pour un nouvel entrant. Voilà, formulons-le comme ça. Donc, est-ce qu'il faut passer à 6 ans, à 7 ans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il posera ensuite des problèmes, toujours les mêmes problèmes de sécurisation? Mais disons qu'avec un horizon de temps qui s'allonge, on a évidemment peut-être un risque qui s'amenuise un petit peu parce qu'on a plus la possibilité d'étaler et de conquérir ces fameux abonnés. Le second axe, alors cette fois, le second axe que je vais développer, il n'est pas sur l'opérateur des droits lui-même. Il est sur le bénéficiaire des droits. Sur les bénéficiaires des droits, en fait. Parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de présidents de clubs, et finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que eux étaient eux-mêmes dans une situation très délicate, parce que finalement, si votre contrepartie fait défaut, ou fait défaut en partie, disons, en partie, mais que vous ne pouvez pas vous-même vous adapter à ce défaut, c'est-à-dire réduire vous-même la voilure que votre contrepartie vous impose par le défaut qu'elle opère, vous êtes vous-même dans une situation, comme créancier, totalement insupportable. Et ce que j'ai découvert à cette occasion, c'est qu'en réalité, les clubs font leur budget sur plusieurs saisons, à partir de la projection financière qui résulte notamment du service des droits audiovisuels, et que dans le cadre de cette projection, les dépenses sont essentiellement des coûts fixes liés au salaire des joueurs, duquel vous ne pouvez pas vous extraire, sauf à rompre unilatéralement comme employeur ce contrat de travail, ce contrat à durée déterminée, avec les conséquences financières que ça engendre. Donc, moi, je verrais peut-être, du point de vue du débiteur, disons, du point de vue de celui qui doit payer les droits, un horizon un peu plus long, et du point de vue de celui qui les encaisse, une possibilité, à un moment ou à un autre, de s'adapter à la situation économique de son débiteur. Parce que sinon, vous avez des faillites en chaîne, vous avez des cascades de faillites, notamment parce que la principale source, je ne dis pas l'unique, mais la principale source de rétribution des clubs français, c'est le service des droits audiovisuels. Et la principale source de charge des clubs français, c'est les contrats de travail des joueurs. On a auditionné donc Jean-Marc Micheler, qui parlait notamment de pistes des réformes, qu'on a pu lire d'ailleurs aussi par ailleurs, concernant donc le salary cap. Mais là, vous parlez plus d'une flexibilité des charges, c'est ça? Donc ça relève du droit aussi? Ça relève complètement du droit, ça relève d'ailleurs du droit du travail, mais est-ce qu'on peut... Vraiment, je réfléchis quasiment à haute voix, et j'en ai parlé à personne, hein, je vous le promets. Mais finalement... Pardon ? C'est un scoop. Non, c'est pas un scoop, mais la manière dont je vois les choses, c'est de dire, voilà, finalement, ce sont des contrats qui sont aléatoires en ce sens que
Pour la diffusion, ils peuvent dépendre d'événements extérieurs, ce que personne n'avait vraiment anticipé, comme la crise sanitaire. Et pour les clubs, est-ce qu'on peut envisager que pour un certain nombre de contrats, il puisse y avoir des ruptures anticipées à l'initiative de l'employeur sans que ça procure les conséquences financières habituelles de la rupture de ce type de contrat? Pour ces circonstances particulières, on peut peut-être y réfléchir. C'est toujours pareil, si vous avez des joueurs qui vous coûtent tant de millions d'euros par an, mais dont vous ne pouvez pas rompre le contrat parce que vous leur devez l'intégralité des revenus qui leur sont dus jusqu'à la fin de leur CDD, oui, vous êtes président de club, je pense que vous hésitez avant de rompre le contrat. Donc, il y a une espèce de force majeure, en fait. Voilà. Je ne sais pas du tout si c'est possible, parce que là encore, vous êtes dans le droit du travail et que c'est très compliqué. Mais ça reste quand même un droit du travail très particulier. Là, on a vu quand même qu'il y avait eu des négociations, y compris au sein des clubs, alors, de gré à gré avec les joueurs, finalement, pour revoir certains de ces contrats de travail et en rémunération à la baisse. Quand même. Donc, voilà. Ça suffit pas. Vous pensez qu'il faut peut-être aller plus loin, quoi. Bon. En tout cas, encore une fois, je ne suis pas président de club et il faudrait parler avec eux. Mais je pense que quand vous êtes confronté à cette situation, évidemment, si vous-même, une fois que vous êtes le débiteur dans la situation, c'est-à-dire que vous passez de votre casquette de créancier vis-à-vis de Mediapro, vous la posez, puis vous prenez votre casquette de débiteur vis-à-vis de vos joueurs, ou de vos personnels entendus au sens large, ceux qui animent le club. Vous allez employer la même voie que ce qu'a fait Mediapro, c'est-à-dire la voie de l'amicalité, du caractère amiable des négociations. Vous allez essayer de les convaincre qu'il faut baisser leur salaire. Mais si vous n'y parvenez pas, ou si vous n'y parvenez pas suffisamment avec tout le monde, il faudra peut-être avoir un mécanisme plus simple, plus technique d'ajustement. Je ne sais pas du tout si c'est possible, je ne sais pas si c'est envisageable, mais je pense que si vous pouvez adapter votre voilure en fonction des recettes, ça peut avoir du sens pour ce type de spectacle. J'ai une petite remarque concernant l'allongement de la durée du contrat. Compte tenu de ce que vous avez découvert du modèle économique concernant l'exploitation du produit audiovisuel de Mediapro, il fallait allonger jusqu'à combien d'années le contrat pour qu'il soit rentable d'après vous? Tout dépendait de la migration des abonnés de Canal+ vers Téléfoot. Ça ne dépendait que de ça. Et donc, soit vous aviez une migration massive des abonnés de Canal+ vers Téléfoot, soit vous aviez un accord avec Canal+. Voilà, c'était ça le... Et donc, pour vous répondre, monsieur le rapporteur, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas à quel horizon cette migration se serait opérée. Est-ce qu'elle se serait opérée en janvier 2021 avec le renouvellement des abonnements de fin d'année, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va s'opérer maintenant, alors peut-être pas au profit de Téléfoot, mais au profit d'Amazon, maintenant que Canal ne diffuse plus la Ligue 1 pour les 3 prochaines années, et que le nouvel acteur est quand même la première entreprise du monde, donc on peut imaginer qu'elle sera suffisamment solide pour assumer les droits qu'elle a acquis. On verra. Ça va être intéressant de voir comment cette migration va ou non s'opérer dans les prochains mois. Ça va être intéressant. Je ne peux pas vous répondre à ça. Si cette migration ne s'était jamais opérée, et s'il n'y avait pas eu d'accord, il n'y avait pas d'équilibre économique, encore une fois. Je pose un peu des questions subsidiaires, mais c'est... Vous parliez à juste titre du phénomène streaming illégal. Il existait avant le Covid, puisque c'était vraiment, et c'est ce pourquoi on s'est intéressé donc à ce dispositif ici à l'Assemblée nationale. Preuve en est, ce dispositif avait été discuté et adopté déjà donc au sein de la Commission des affaires culturelles en mars 2020, c'est-à-dire avant donc le confinement. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était un phénomène connu. Donc j'entends que c'est un problème structurel auquel on a apporté, et puis ça a été entériné dans le cadre de la projet de loi porté par la ministre de la Culture sur la protection des œuvres. Je vous annonce qu'effectivement, il a été acté, donc ce dispositif-là. Donc on voit la solidarité entre la culture et le sport pour protéger l'œuvre au sens large. Et donc ça, c'est une réponse aux investisseurs qui me semblait même une réponse de droit dans ce sens-là, qui était, à mon avis, essentielle, et nous avons pris nos responsabilités. Maintenant, je dirais qu'il y a aussi des critères objectifs, c'est-à-dire qui concernent donc déjà la politique commerciale de l'exploitant des droits. Et en ça, je voudrais juste rappeler donc une statistique suite à l'enquête de la Hadopi sur justement le piratage en 2020. Moi, il y a un chiffre qui m'a surpris, c'est que 65%
des consommateurs qui se déclarent consommateurs illégaux de sites illicites sont à 65% eux-mêmes déjà abonnés. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire aussi? Est-ce que, de manière objective de ce que vous avez vu, compte tenu de l'ambition du modèle économique et du pari, c'est vous-même qui l'avez dit, mais qui est dans beaucoup de bouches a posteriori, comme vous dites, c'est toujours facile de refaire le match hein, quand il s'est achevé, mais est-ce que vous pensez, j'ai envie de dire à titre personnel, que tous les moyens ont été déployés par cet exploitant-là pour faire connaître son offre et pour suffisamment donc apporter, je dirais, une qualité globale en termes de qualité d'offre comparativement au prix de la part de Mediapro? C'est difficile pour moi de vous répondre. Je suis pas consommateur de foot, voilà. Non, mais donc du coup, je vous avoue que j'ai pas une vision de spécialiste ou de consommateur qui me permettrait de vous dire oui, en effet, l'offre n'a pas été assez visible ou pas assez anticipée. Voilà. Moi, j'avais quand même le sentiment que, à la fois dans la marque, ultra connue en France, parce que si je ne suis pas consommateur de foot, j'y joue au foot. J'ai regardé téléfoot pendant 20 ans, le dimanche matin sur TF1. Et donc, ça, c'est une marque qui résonne aux oreilles des téléspectateurs que nous sommes. Les codes couleurs étaient même connus du téléspectateur. Donc, ensuite, est-ce que l'offre s'est installée avec suffisamment de profondeur? Probablement pas. Encore une fois, je suis pas un grand spécialiste de cela. Mais surtout, ce que je crois, très sincèrement, c'est que la conquête de ce type d'abonnés, on ne change pas les gens comme ça. Les gens ne changent pas d'opérateur en 15 jours. Ça, je crois que c'est pas vrai. Donc, il faut avoir probablement une vision solide de son business plan pour se dire qu'avec une certaine marge de sécurité ou d'insécurité, on prend un risque ou on n'en prend pas. Et donc, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas pour moi ce choix décisionnel de Mediapro, qu'il soit pris par la Ligue de football professionnel en 2018 ou qu'il soit celui de l'accepter pour Mediapro et donc de soumissionner, n'est pas un choix irraisonnable. C'est pas un choix déraisonnable. C'est dire c'est des fous, ils ont fait n'importe quoi. Je peux pas. Enfin ça me paraît inaudible. C'est pas acceptable. Mediapro, c'est TF1. Hein. C'est ça la taille de Mediapro, pour vous donner une idée. Hein. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. Hein. Bon, donc, dire TF1 diffuse les droits de la Ligue 1 en France, ça ne me paraît pas complètement absurde. Le vrai sujet, c'est comment les abonnés, enfin les téléspectateurs du foot vont sur TF1. C'est ça le sujet. Et payent pour ça. Alors, est-ce que l'offre était bien calibrée en prix? Moi, il me semble que relativement oui, surtout avec la Champions. Le problème, c'est qu'ensuite, vous avez un éclatement des droits et que donc, si vous voulez voir tous les matchs de la Ligue 1, vous devez souscrire à Bein, à Téléfoot. Bon, ça finissait par faire... Quand vous parlez autour de vous, pour ceux qui sont très amateurs de football, ça finissait par faire beaucoup. Et donc, le second point ensuite, puisque le principal opérateur sur ce marché, c'est Canal, Canal, lui aussi, fait, j'imagine, son appréciation des choses. Ils ont une offre qui est variée. Ils ont des abonnés qui viennent pour le cinéma, des abonnés qui viennent pour la moto, pour un certain nombre de spectacles. Est-ce que le fait de ne plus diffuser la Ligue 1, mais ils vont l'expérimenter pour les 3 prochaines années, va faire partir des abonnés? On va le voir, ça va être le moment de vérité. Si vous avez 3 millions d'abonnés qui partent de Canal vers Amazon, ben, vous avez la réponse. Il y a 3 millions de personnes qui s'abonnent à Canal pour le football. Voilà. Et pour les principales affiches du championnat de France. Pour les principales affiches, ça, le lot 1, le lot 2, etc. Donc ça, on verra comment ça va se dérouler. Alors, j'avais une dernière question, Monsieur le Président. Là, on parle, et on a tous découvert la situation dans les journaux en 2020. Et vous... également, donc en octobre, vous le disiez, c'est ça, hein, je crois que c'est en octobre. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le contrôle, notamment de la solvabilité, de la solidité du modèle économique d'exploitation de Mediapro, a été fait, en l'occurrence, vous concernant, et puis j'ai envie de dire, le public, l'opinion publique, a posteriori.
D'où ma question sur ne peut-on pas imaginer donc des contrôles a priori, donc de ces faits qui sont importants parce qu'on parle effectivement d'une base, je dirais, dans le modèle économique des clubs professionnels eux-mêmes, qui est une constante et une variable très importante, en tout cas plus ou moins importante, mais qui est essentielle donc à la survie. Donc en cela, est-ce que vous seriez favorable donc à l'instauration d'une sorte, je ne sais pas, de conseil supérieur du sport professionnel qui puisse, de manière peut-être aussi indépendante, c'est-à-dire de son point de vue, apporter une analyse supplémentaire sur la qualité des contrats, que ce soit sur les modèles économiques, effectivement, mais aussi, bien sûr, sur la garantie proposée par et les garanties proposées par ces attributaires, mais qu'on pourrait élargir également peut-être à d'autres missions. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution-là ? Je pense que quand vous appréciez la solvabilité de votre débiteur, d'ailleurs, vous preniez l'exemple des loyers pour un bailleur, mais ça peut être dans tous les secteurs. Hein. Quand vous achetez ou vendez quelque chose, c'est la même chose, en tout cas avec un paiement à tempérament, c'est-à-dire dans le temps. Mais je crois qu'il y a deux facteurs. Il y a la confiance, c'est-à-dire la crédibilité que vous placez dans votre débiteur, qui est là de vous payer. Mais ça, c'est le risque du crédit. Et c'est ce que les banques vivent tous les jours avec leurs emprunteurs. C'est ce que vous vivez vous-même lorsque vous faites crédit à des amis, à des proches, à votre famille, à votre voisin. Enfin, et donc là, il y a un aspect psychologique de confiance qui s'est opéré. Et encore une fois, c'est pour cela que je réinsiste dessus. Si la Ligue l'a fait, c'est parce qu'elle a eu confiance dans Mediapro. Et pourquoi elle a eu confiance dans Mediapro ? Parce que c'est un acteur de premier plan mondialement. C'est aussi simple que ça. Bon. Puis ensuite, vous avez l'aspect technique. L'aspect technique, c'est quel outil, quelle appréciation faire de cette solvabilité et précisément comment corriger en cas d'insolvabilité. Là, je pense que, encore une fois, c'est l'appréciation que vous pouvez exécuter. Vous pouvez le faire rapidement, sur des bases sérieuses et pour les montants que vous pouvez envisager comme étant raisonnablement susceptibles de survenir. Si maintenant vous dites, attendez, avec le cas précédent Mediapro, il faut que pour les prochains appels d'offres sur 4 ans, voire 6 ans, on puisse exécuter rapidement contre des sociétés de droit étranger pour plusieurs milliards d'euros quasi instantanément, je pense qu'il n'y a pas de solution. Parce que aucun groupe, encore une fois, je n'ai pas une connaissance intime du marché des droits audiovisuels, mais je pense qu'il y a peu de groupes qui peuvent offrir cette surface financière avec une sécurité d'exécution totale. Par définition, si votre interlocuteur fait défaut, quelle que soit j'allais dire, sa stature, vous vous heurtez à l'exécution derrière. Donc, est-ce qu'une commission supérieure aura un avis différent ou une analyse différente de celle que les présidents de club ou que la Ligue ferait ? Je ne suis pas certain. Je pense que tout le monde accordera du crédit à la personne qui aura été choisie et donc accordera cette confiance et ensuite fera la même analyse technique, c'est-à-dire est-ce qu'on a une caution, comment on peut l'exécuter, dans quel laps de temps, avec quel niveau de certitude. La seule façon, moi je peux vous dire, je suis spécialiste de la restructuration, donc des gens qui font défaut, c'est mon quotidien, tout le temps, quel que soit le secteur d'activité. La seule façon de corriger un défaut ou de le surmonter, c'est d'avoir du cash. Hein. Voilà. Ou une garantie bancaire à première demande. Et encore une fois, sur la volumétrie dont on parle, ça n'existe pas. Donc, par définition, il va falloir faire il y a un acte de foi à faire avec, qui encore une fois, avec cet acte de foi, il est plus ou moins impactant en fonction du niveau de sécurité que vous exigez. Mais plus vous allez exiger du niveau de sécurité, plus vous allez réduire aussi les personnes susceptibles de répondre à l'appel d'offres. C'est un équilibre subtil à trouver. L'immense différence, je pense, entre Canal+ et le reste du monde, j'inclus dedans Amazon et tout, c'est qu'eux ont bâti leur fonds de commerce. C'est tout, hein, c'est le fruit de leur travail, de plusieurs dizaines d'années de travail. Ils ont cette clientèle, comme vous allez dans tel restaurant ou dans tel hôtel, ils ont réussi à bâtir de fonds. Sur le fond, ils ont des ressorts extrêmement solides, extrêmement implantés, où ils ont cette clientèle. Maintenant, pour être un nouvel acteur du marché, il faut capter cette clientèle
la fidéliser et l'amener dans son giron. Ça prend du temps, beaucoup d'argent, et donc il faut un acteur qui prenne ce risque-là, et donc un créancier qui probablement prenne aussi ce risque avec ce débiteur. C'est pour ça que moi je pense qu'ils n'ont pas du tout été fous. Ils ont pris un risque important, pas déraisonnable, important, mais ils l'ont pris ensemble, c'est-à-dire créancier comme débiteur. Vous parlez à juste titre d'évaluation de risque crédit. Est-ce que lorsque vous avez commencé votre conciliation, on vous a apporté des éléments sur Mediapro qui vous permettaient d'avoir une situation à jour sur la situation financière, le risque crédit? Je parle de la part de l'ANFP. Moi-même qui étais avec Mediapro, je n'avais pas cette vision-là. Donc voilà, ce sont des groupes mondiaux. C'est très difficile d'avoir une appréciation précise de leur solvabilité, de leur capacité. Ils ont des multiples contrats. Enfin, c'est extrêmement difficile d'avoir une vision objective. Donc non, moi, j'avais pas cette vision, et donc j'imagine que la Ligue ne l'avait pas non plus. Donc, de ce que je comprends de votre réponse, c'est que c'est une agrégation de plusieurs disciplines, voilà, de plusieurs compétences, qui va pouvoir nous apporter des éléments plus probants en termes d'évaluation du risque. Donc, je dis ça parce que je reviens à ce conseil. Ce conseil se veut surtout pluridisciplinaire. Enfin, moi, je pense à ça surtout parce qu'on a eu des auditions, notamment on en parlait tout à l'heure, de Jean-Marc Micheler, qui nous disait une chose, parce qu'il proposait, lui, il avait insisté sur ça, sur séparer rigoureusement au sein de la Ligue les personnes chargées de la prospection de celles chargées de l'instruction des candidats avec une expertise contradictoire. Donc, c'est en ça où j'ai réfléchi à des nouvelles missions qui pourraient venir renforcer en termes de compétences, mais pourquoi? Pour que, justement, il y ait une analyse fine, globale, de l'ensemble des risques qui puissent permettre donc de tout en permettant l'équilibre, comme vous dites, entre un niveau adapté de garantie. Ce n'est pas question de prendre un parachute, un deuxième parachute, un troisième parachute, parce que d'une part, ce n'est pas nécessaire, et d'autre part, ça dévalorise donc la valeur financière. Mais je reviens à ça, est-ce que, encore une fois, avec votre ressentiment, il n'y aurait pas pu avoir donc, je dirais, cette agrégation de plus de compétences qui ne sont pas, et on peut comprendre que les présidents de club n'ont pas forcément peut-être la même finesse d'analyse que vous pouvez vous-même l'avoir. Je ne veux pas répondre à leur place. Ils sont conseillers, je veux dire, la Ligue a des conseils, donc qui sont capables de faire ce type d'analyse. Moi, je pense, donc peut-être, est-ce que ça doit venir d'une institution extérieure? Je ne sais pas. Est-ce que cette institution extérieure, si elle existait, aurait les capacités d'analyser différemment ce que les présidents de club ou les conseils de la Ligue pourraient faire? Je n'en suis pas persuadé, encore une fois, pour la raison que j'ai évoquée à l'instant. Moi, je crois vraiment que le sujet, c'est un sujet de confiance. Voilà. Je le pense vraiment. Et encore une fois, Mediapro, ils sont détenus par un fonds chinois qui gère plusieurs dizaines de milliards d'euros, enfin plus de 10 milliards. Ils ont WPP Capital, c'est une des plus grandes entreprises anglaises, capitalise plusieurs milliards aussi de mémoire. Vous n'êtes pas avec des gens qui n'ont pas une solidité affichée. Donc, je crois que c'était à la fois une confiance placée dans son débiteur, comme dans tout risque de crédit, encore une fois, quel que soit le secteur, et ensuite un acte de foi sur la migration des abonnés de Canal, disons les choses clairement, vers cette nouvelle chaîne. Voilà. Et avec un sentiment probablement également que le championnat de France n'était pas valorisé à son juste montant. C'est-à-dire que quand vous comparez l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, on a le championnat le plus faible en montant. Et donc, pour pouvoir générer de la croissance sur la valeur que vous soumissionnez dans ces appels d'offres auprès du marché, il faut de la concurrence. Il n'y a que comme ça que vous pouvez faire. Et donc, il faut mettre de la concurrence. Et si vous ne mettez pas de la concurrence, eh bien, l'acteur qui, lui, a bâti son fonds de commerce petit à petit, inlassablement, par la force de son travail depuis plusieurs années, ben, il tient le marché. Voilà. Donc, il faut trouver quelqu'un ou une ou plusieurs personnes qui viennent en concurrence et qui prennent ce risque-là. Donc, moi, sincèrement, je
je sais pas, j'étais pas, comme vous l'avez rappelé, j'étais pas là du tout en 2018, pas du tout, du tout. Je sais pas si j'aurais pris ce risque. C'est facile de dire après, voilà, de dire il fallait pas, il aurait fallu, machin. Bon, je crois que c'est un risque d'entreprise, voilà. Et si vous avez le tempérament à prendre du risque d'entreprise, je pense que c'est des risques que vous pouvez éventuellement courir. Et encore une fois, je pense qu'ils l'ont pris avec aussi la pleine connaissance de leurs contraintes dans leur club. Et donc, c'est ça qui a rendu aussi les choses extrêmement compliquées. C'est qu'il a fallu bien sûr gérer on va dire la plaie sanguinolente des droits qui n'étaient pas payés et l'hémorragie que ça engendrait. Et puis, dans le même temps, il a fallu rassurer pour leur dire vous inquiétez pas, ça va pas durer. Voilà, on va traiter ça. Bon, voilà, je ne sais pas si une commission supérieure peut traiter de ce type de sujet. Par qui va-t-elle être composée? Qui va décider? Est-ce qu'elle va venir se substituer au président de club? Est-ce qu'elle va simplement émettre un avis? Si elle émet un avis, est-ce qu'il va être engageant pour les clubs? Alors, ça veut donc dire que s'il est engageant, alors quelles sont les conséquences? Ensuite, les responsables, ce seront les membres de la commission s'il y a un futur défaut. Bon, vous retombez... Je ne sais pas si c'est vraiment un problème de compétence. Voilà, j'en suis pas absolument convaincu. Alors je termine avec ça. La confiance n'exclut pas le contrôle, puisque vous avez beaucoup insisté sur la confiance. En tout cas, je vous remercie pour ma part, et puis je note juste que c'est important. Tous les acteurs que vous avez cités sont invités et sont d'ores et déjà invités à venir communiquer avec nous, sachant que cette mission est jusqu'en octobre. Voilà, donc nous aurons le loisir également d'auditionner. En tout cas, l'invitation est lancée, Mediapro notamment, LFP, et bien sûr tous les présidents de club qui le souhaitent. Merci beaucoup, Monsieur Sénéchal. Merci de cette audition. Merci à vous et peut-être que vous aurez les Espagnols. C'est pas impossible.